Bien, eh bien, merci à toutes et à tous de participer à cette réunion. Merci en particulier à Albert Rogien d'avoir accepté de nous rejoindre et de nous faire profiter de sa présentation. Je vais rapidement vous présenter, bien que ça ne soit sans doute pas extrêmement nécessaire. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite, je pense, au CNRS. Vous avez enseigné à l'EHESS à Paris 8. Alors, du point de vue de vos travaux, c'est vrai que vos travaux ont porté et portent encore sur énormément de choses. Il me semble que une ligne de force, c'est que ceux-ci sont très souvent inspirés par une forme et développe une forme de sociologie analytique qui va emprunter tantôt à l'ethnométhodologie, à propos de laquelle on avait eu le plaisir de vous entendre il y a à peu près 1 an et demi de cela. Malheureusement, moi, j'étais pas là puisque j'étais en Afrique à ce moment-là. J'avais pas eu le plaisir de vous entendre, donc je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, cette sociologie analytique qui va emprunter tantôt à l'ethnométhodologie, tantôt à Wittgenstein aussi, sur lequel vous avez beaucoup écrit, tantôt à l'école durkheimienne, hein, 3 filiations qui sont évidemment pas sans lien. Alors, alors effectivement, ça date peut-être un peu, mais vous avez travaillé à l'élaboration d'analyses ethnométhodologiques sur la santé mentale et sur les politiques publiques de santé, puis peut-être plus proche de nous sur la déviance, la sortie de la déviance, la sociologie de la connaissance, qui est vraiment une ligne de force chez vous, et alors plus récemment, détrompez-moi si je commets une erreur, mais vous concentrez sur, je dirais, le domaine politique au sens très large du terme, en menant une série de réflexions sur la démocratie ou encore tout dernièrement sur l'activisme, avec votre dernier ouvrage ou l'un de vos derniers ouvrages en date, qui est précisément Politique de l'activisme, essai sur les mouvements citoyens. Vous avez aussi écrit l'un ou l'autre article sur le populisme, notamment à ce propos. Bon, alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles dont la lecture nous a particulièrement intéressés dans l'équipe de l'ERC, mais plus généralement au CASPER, qui est le centre de recherche qui héberge ce projet. Alors, je pense bien évidemment, même si ça nous remonte au temps des francs français, au raisonnement psychiatrique, hein, qui était paru en 1989 chez Méridiens, qui était, je pense, l'un des premiers bouquins à chercher à décrire rigoureusement ce dont est fait l'exercice quotidien de la médecine mentale, en tentant de se décaler un petit peu d'une appréhension en termes de pouvoir, en termes de domination, d'institution totale, etc. C'est un bouquin dans lequel vous êtes l'un des premiers, je pense, en tout cas dans le monde francophone, hein, à avoir tenté de restituer la parole et l'action des différents protagonistes de ce raisonnement psychiatrique. Et si je ne me plante pas, je pense que vous aviez réalisé tout ou une partie de votre terrain en Belgique, à ce propos, du côté de Mons, je crois. Alors, bon, au-delà de ce bouquin-là, évidemment, on pense aussi à votre ouvrage Les formes sociales de la pensée, la sociologie après Wittgenstein, mais dans lequel, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à l'époque dans le cadre de ma thèse. Vous proposez une sociologie de la connaissance en actes, et votre élaboration théorique là a irrigué, pour ainsi dire, toute une série de travaux ultérieurs, les vôtres, mais aussi ceux d'autres personnes. Alors, je ne vais pas être très long parce que vous présentez aujourd'hui une réflexion qui semble, même si on vient vous rechercher avec peut-être des vieux thèmes, des vieux thèmes pour vous, mais une réflexion qui semble être taillée sur mesure pour le projet Coaching Rituals, autour de la distinction entre rite de délégation et rite d'institution. Alors, cette question du rite ou du rituel, elle est au cœur du projet, mais à ce stade-ci, on n'a pas encore réellement problématisé ou abordé. Et c'est pour ça qu'on est très heureux que vous nous offriez ici sur un plateau de l'appliquer au domaine qui est celui qu'on investigue, à savoir celui de l'intervention sur autrui. Donc je vais vous laisser la parole pour à peu près 1 heure et demie au maximum. Et puis la discussion sera ensuite lancée comme d'habitude par les deux doctorants pour le moment du projet ERC, que sont Solène et Gaspard, et la parole sera ensuite laissée à l'audience. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vous cède la parole et je vous remercie d'avance pour cette présentation qui, j'en suis sûr, avec le résumé, sera tout à fait passionnante. Merci beaucoup. Bon, voilà, ça c'est le quart d'heure de flatterie. Ouais, bon, merci beaucoup
se rappelle, ça fait toujours un peu peur quand on se dit, bon, ben, le temps a passé, tout ça. Bon, mais merci en tout cas, et puis ça me rassure. On aime bien, enfin, il peut arriver que des chercheurs aiment bien savoir qu'ils servent à quelque chose et qu'ils ne travaillent pas uniquement pour eux-mêmes sur leurs petites choses, et que parfois on arrive à inspirer d'autres que nous. Alors, bon, effectivement, bon, comme vous l'avez dit, vous venez me rechercher sur des choses qui sont assez anciennes, puisque la question de l'intervention sur autrui, enfin, en tout cas, la notion d'intervention sur autrui, c'est vrai que je l'avais forgée dans l'enquête de terrain que j'avais fait avec un ami, Michael Toledo, à Mons. Enfin, d'abord à Mons, parce que j'ai quand même fait, j'ai passé 5 années en Belgique à étudier la psychiatrie et la psychiatrie extra-hospitalière. C'est-à-dire, en gros, bon, il y avait un projet, c'était pas l'ERC à l'époque, mais un projet du ministère de la Santé belge qui consistait à savoir 10 années après la mise en place de la sectorisation, enfin, j'espère que vous voyez, la sortie des fous des hôpitaux. Donc, sur le modèle français, la Belgique avait décidé d'en finir avec les asiles, et donc avait mis en place le problème, enfin, les pratiques de sectorisation, c'est-à-dire réduire ce que la psychiatrie devait faire à l'hôpital, et puis diffuser au maximum la psychiatrie dans le corps social avec des unités dispersées qui permettaient aux malades mentaux de ne pas être fossilisés dans des asiles. Bon, et donc, la première enquête, enfin, je le dis parce que voilà, vous l'avez évoqué, elle s'est déroulée pendant 2 ans dans ce qui était une vraie ethnographie dans un hôpital psychiatrique qui était à Mons, enfin un ancien hôpital psychiatrique à Mons. Et puis après, on a étudié les dispositifs extra-hospitaliers. Donc en gros, on a travaillé pendant 5 ans sur le système de la psychiatrie belge. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, c'est toujours pareil, la question c'est comment un sociologue peut trouver quelque chose qui ne soit pas redondant, qui ne reprennent pas les catégories que l'institution vous impose. L'institution, dans ce cas, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé avait des questions, et vous, en tant que sociologue, vous essayez de trouver un chemin comme ça pour dire, tiens, on va rajouter quelque chose d'intéressant. Et donc, l'idée de monter en généralité le rapport entre un psychiatre et les patients, mais sur la base de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'était mis du point de vue des patients. Ça a forgé la notion d'intervention sur autrui avec une extension qui était ensuite ce que j'ai essayé de travailler dans la sociologie de la déviance pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est que ce rapport, enfin, comment peut-on analyser le rapport entre des gens qui prétendent vous dire ce que vous devez faire de mieux. Et donc, ça touchait la psychiatrie, mais ça touche bien sûr le travail social, ça touche l'enseignement, ça touche les rapports parents-enfants, ça touche les rapports d'amitié. Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un change son comportement? Voilà, c'était ça le domaine de l'intervention sur autrui, c'est l'extension qu'on pouvait donner. Donc, mais alors, voilà, je rappelle tout ça comme si je me mettais moi-même en train pour voir ce qu'il y a très longtemps j'ai fait. Donc, vous êtes venu me chercher sur ce truc-là. Moi, c'est très bien. Et en plus, comme dans votre projet, vous parliez des rites, enfin, tout ça, c'est des excuses un peu pour dire j'essaye de me mettre au goût du jour. Hein, vous me demandez des choses, je lis votre projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris la question du rite. Hein. Par moi-même, je ne sais pas si je l'aurais fait, mais enfin bon, pour essayer d'aider, et c'est juste ça que j'essaye de faire, hein, donc de vous proposer des choses, et puis si vous trouvez que c'est pas intéressant, bah, vous en faites ce que vous voulez, moi je fais ça. Donc voilà, je me suis mis sur cette idée puisqu'il s'intéresse au rituel, on va voir qu'est-ce que je peux, moi, leur apporter. Alors après, j'espère ne pas parler trop longtemps parce que c'est des expériences qui sont assez pénibles, hein, ces expériences via Internet, parce qu'on ne voit pas les gens. Et lire un texte devant une audience, il y a toute l'interaction visuelle, physique qu'on a avec les gens qui est importante. Et là, alors là, je vois personne. Enfin, je vois Nicolas, mais je vois personne. Donc, on n'a aucun retour plausible sur ce qu'on fait. Donc, je vais essayer de parler le moins longtemps possible et essayer surtout de donner une plus grande part
à la discussion. Donc, j'espère que je ne parlerai pas. Alors que, en plus, je suis très, très disert. Donc j'espère toujours que je ne pourrai pas parler 1 heure et demie, mais une vingtaine, trentaine de minutes, juste pour dire les choses essentielles qu'on peut mettre en discussion. D'autant que peut-être des gens ont regardé le texte. Et voilà, donc j'ai conservé les 4-5 premières pages de ce texte, et le reste, bon, qui voudra le lire, le lira. Le reste, c'est effectivement ce que vous mettiez sur le débordement sur une sociologie de la connaissance, c'est-à-dire comment, ouais, puisque je présente l'idée d'une structure épistémique ou d'une structure conceptuelle des formes d'action, j'ai laissé en arrière-plan des propositions sur la sociologie de la connaissance ordinaire. Bon. Donc voilà, donc l'essentiel de la petite réflexion que j'ai pu mener autour de votre projet, c'était ça, c'était de voir, enfin de placer le coaching qui m'avait intéressé à l'époque. Hein, c'était vraiment une des formes qui m'intéressait parce que déjà à l'époque, donc vous avez dit le bouquin c'est 89, bon, disons on va dire dans les années 90 pour gagner une année, le coaching gagnait déjà assez en importance. Exactement ce que vous voyez aujourd'hui, hein, c'était déjà assez un arrière-plan. C'était en gros, bon, l'histoire, si vous voulez, l'ouverture de la psychiatrie, elle a correspondu effectivement au fait que les psychiatres se sont mis un petit peu en retrait de leur position de pouvoir absolu sur les personnes et les corps, et essayer par l'introduction de la notion de demande, qui est quelque chose d'assez important dans le changement de la psychiatrie. La demande, ça voulait dire il faut qu'on tienne compte de ce que la personne qu'on a en face de nous pense de ce que nous faisons pour elle. Donc la demande, c'est un concept hérité de la psychanalyse, ou en tout cas des formes ouvertes, disons, d'approche psy. C'est-à-dire que la demande, c'est moi, je ne vais pas bien, c'est moi qui détermine que je ne vais pas bien, on ne m'impose pas un diagnostic, et je demande de l'aide à quelqu'un. Et donc, il y a une demande, et c'est le fait que je suis demandeur qui est un des facteurs moteurs dans l'intervention sur autrui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande, quelqu'un ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller mieux. On peut pas, comme on dit, on ne peut pas vous forcer à être heureux. Hein. Donc si vous ne voulez pas un petit peu, ça ne va pas marcher, hein, en gros. Et cette question de la demande avait modifié complètement l'approche de la psychiatrie. Mais voilà, donc en fait, bon, on voyait bien que cette idée que des gens voulaient aller mieux, que ça devait émaner des personnes, influait beaucoup sur le domaine. Donc c'est pour dire que le coaching, déjà à l'époque, espèce de personne qui a un moi épanoui, l'idéal du moi épanoui dont vous parlez, était déjà assez en vogue à l'époque. Donc moi, en regardant en essayant aujourd'hui de donner en proposant quelque chose qui ressemble à une conceptualisation sociologique de ce que c'est que la différence entre un professionnel, un psychiatre, un enseignant qui est formé et qui maîtrise des méthodes normalement, qui est légitime à imposer son point de vue à quelqu'un, il y a ce modèle alternatif qui est, enfin, qu'on peut nommer le coaching, où en fait, il y a une sorte d'ouverture, ou en tout cas, la personne, le coach, normalement, enfin, de façon idéale typique, le coach n'impose pas son point de vue, il attend que quelqu'un vienne lui demander quelque chose. Et ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc c'est la première réflexion qui m'est venue. Et donc, de cette réflexion, je me suis dit, mais s'il y a effectivement, et ça a été assez bien décrit dans la littérature, des rites d'institution, dans les institutions, c'est-à-dire que ce qu'un psychiatre fait, ce qu'un professeur fait, ce qu'un enseignant fait, tout ça sont des choses qui émanent de l'institution, comme on dit, donc d'un corps constitué où il y a un mandat qui est donné à une personne de former quelqu'un d'autre, ou de guérir quelqu'un d'autre, ou d'orienter la vie de quelqu'un d'autre, dans le travail social, dans la psychiatrie, dans l'enseignement. Le coaching, lui, enfin, dans sa représentation idéale typique, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce mandat qui est donné à la personne. Mais
ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de mandat qui est donné par le consultant, la personne qui vient demander quelque chose. Donc, si on, idéal, typiquement, on sépare ces deux formes d'intervention sur autrui, voilà, je suis tombé sur cette idée de savoir quel type de rituel on pourrait, enfin, comment on pourrait nommer les rituels qui ont cours dans l'intervention de type coaching. Et donc, je suis arrivé, bon, c'était tâtonnant, et là aussi, hein, c'est pareil, c'est une proposition, elle a aucun caractère formel établi, de dire qu'il y a un rituel de délégation. Alors, rituel de délégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'ai dit quelque part, si on arrive à une formulation, encore une fois, sociologique du rapport entre quelqu'un qui va modifier le comportement de quelqu'un d'autre, cette situation-là, elle n'est pas caractéristique de la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, l'échange entre deux personnes, c'est un échange qui est censé être sur une base d'égalité. Quand je rencontre un boulanger ou quelqu'un dans la rue ou un ami, normalement, on est tous les deux des personnes à égalité de position dans la relation. Là, on va pas, alors, par exemple, pour faire une comparaison, si vous vous trouvez devant quelqu'un qui a un képi avec marqué police sur son blouson derrière, vous n'êtes pas vraiment à égalité de position dans l'interaction que vous avez. Hein. Et mieux vaut ne pas penser que vous êtes à égalité de statut ou de position avec un policier quand vous croisez un policier. Par contre, quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui est habillé comme vous, il n'y a aucune raison d'avoir plus de déférence que ça, c'est-à-dire que vous êtes à égalité. Et donc, dans les rapports d'intervention sur autrui, il y a une asymétrie structurelle. Il y a une personne soit qui a un mandat pour intervenir sur quelqu'un, comme le policier dans le cadre d'une infraction, mais le psychiatre, l'enseignant, le médecin, tous ces gens qui ont à la fois, enfin, on va s'en tenir au mandat, qui ont un mandat pour faire quelque chose avec vous. Et donc, il y a une rupture d'égalité immédiate. Alors, la question dans le coaching, c'est comment est-ce qu'on maintient ce rapport d'inégalité alors qu'il n'y a pas de mandat qui est donné. C'est ça qui m'a amené à me dire, en fait, ce qu'il faut, c'est dans le coaching, c'est avoir des rituels qui permettent de maintenir cette inégalité, mais sans qu'il y ait un vrai mandat qui soit donné à la personne qui, normalement, vous oriente ou vous guide. Donc, c'est en ce sens que je pensais que le coaching, donc s'il y a des rites d'institution, l'institution met en place des rituels qui permettent à la personne qui est en position haute ou dominante de dire à la personne qui est en position basse ou dominée, oui, dominée, de suivre les instructions qu'on lui donne. Et ce mandat, il est assis sur des sanctions. Si la personne ne fait pas bien son exercice, elle aura 0. Voilà. Et le professeur est là pour dire c'est moi qui te donne 0 ou pas. Et donc, donc ça rentre dans cette structure que je pense Bourdieu a assez bien décrit, enfin, de façon, à mon sens, un peu excessive. Mais enfin, du point de vue de l'institution, oui, dès lors qu'il y a mandat avec une sanction, qu'il y a une personne qui détient le mandat et qui a la possibilité de sanctionner, on va dire qu'on se trouve dans un domaine que Bourdieu a décrit sous le terme de rite d'institution. Les rites d'institution, chez lui, je rappelle, c'est des formes d'action codifiées dans lesquelles une personne qui est en position haute, comme vous dites, montre à la personne qui est en position basse qu'elle est basse et que lui est haut. Et donc, comme je disais, un rite d'institution, c'est la personne qui l'a fait subir à quelqu'un ne subira pas lui-même. Bon, ça c'est la définition de Bourdieu. Enfin, je vous invite enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait, à aller voir chez Bourdieu. Donc, ma réflexion était guidée par ça. Je me suis dit, bon, effectivement, encore une fois, c'est des formes idéales typiques, après qu'ils doivent être adaptés à chaque circonstance. On en parlait un petit peu avec Nicolas avant, dans le cadre de l'université, quand on fait des groupes où il y a des anciens qui essayent d'encadrer des jeunes pour leur donner des bons conseils et tout ça.
les choses sont pas toujours. Enfin bon, après, c'est à vous de voir dans les circonstances comment ça se fait. Mais c'est vrai que la distinction entre mandat, sanction et non-mandat et mes positions, disons, de demande de la part d'une personne, ce sont deux situations qui me semblent être assez différentes et qui, donc voilà, dont j'ai essayé de, de les caractériser par le fait que d'un côté, et avec tout ce que ça a d'abusif et d'excessif, on a des rites d'institution donc, qui sont définis par la présence d'un mandat et d'une sanction, et des rites de délégation, c'est-à-dire quelque chose où des gens se mettent d'accord pour qu'une personne soit en position supérieure et l'autre en position inférieure. Alors voilà, bon, en gros, après, dans le texte, bon là, j'étais un peu rapide. Dans le texte que je vous ai envoyé, donc j'ai fait un petit truc, genre académique malin sur ce qui s'appelait les variétés du rite, hein, donc en montant à Durkheim. Mais en fait, donc, enfin, comme vous savez, Van Gennep, tout ça, les rites de passage, et puis Bourdieu, donc ce que Bourdieu... Juste Albert, juste pour information, oui. En réalité, votre texte il n'a pas été diffusé, hein, donc n'hésitez pas à revenir bon, dessus. Mais en réalité, j'espère que vous le diffuserez alors après. Non, mais en fait, bon là, c'était juste. Bon, alors ça, c'est un rappel. Donc, je peux être un peu plus. Bon, enfin, encore une fois, là, c'est embarrassant de parler comme ça sans voir les réactions des gens. Et donc, je préfère aller vite. Donc, voilà, la distinction essentielle, elle était donc la proposition que Bourdieu faisait dans son article sur les rites d'institution, dont j'ai parlé maintenant, et qu'il était possible de comparer avec la manière dont Goffman se servait de la notion de rite, ou en tout cas ce qu'il a appelé les rites d'interaction. Les rites d'interaction, là, dans la conception de Goffman, on n'est pas dans un rapport asymétrique, en fait. En vérité, là, ce qui est fondamental dans les rites d'interaction, c'est que les personnes qui sont réunies dans une circonstance sociale sont en position d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Dans le travail qu'il fait pour décrire des rites d'interaction, ce qui est à l'arrière-plan, c'est deux personnes qui sont à égalité statutaire ou en tout cas civile. C'est comment on organise nos relations indépendamment des statuts qu'on a. Alors, il faut préciser, chez Goffman, il y a la question des rites, comme c'est quand même le sociologue des institutions totales, il a travaillé beaucoup sur les rituels dans des situations d'enfermement, donc d'asymétrie. Hein. Donc, il y a d'un côté chez Goffman un travail qui consiste à comprendre comment, dans des situations asymétriques, des îlots ou je ne sais pas si c'est des îlots, hein. En tout cas, une partie de la vie sociale dans une institution totale ne dépend pas de l'ordre hiérarchique et statutaire qui est institué par les professionnels. Donc c'est à peu près ça dans Asile, son travail. Ça consiste à montrer comment, alors qu'on est dans une situation d'institution totale, c'est-à-dire que les gens qui dirigent l'institution ont tout pouvoir pour intervenir sur les personnes. C'est totalement incontestable. Donc Asile essaye de montrer comment ce type de relation nécessite, réclame des relations égalitaires entre les personnes, entre les infirmiers, les patients, les psychiatres et les patients. Et un peu, bon, c'était ça la reprise qu'on a faite dans l'enquête qu'on faisait dans l'hôpital psychiatrique, c'était de se placer du point de vue des patients pour voir comment ces zones d'égalité entre professionnels et profanes, disons, ou personnes sous traitement, ou pris en charge, ou sur lesquelles on intervient, comment ces relations d'égalité s'imposaient, c'est-à-dire comment on n'était pas dans le monde social, on n'est pas dans une machinerie,
où des gens vont imposer systématiquement à d'autres leur conduite. Alors, évidemment, asile, comme disait Goffman, il y a deux, il y a deux bords dans la vie sociale, c'est la psychiatrie ou les camps de concentration. Donc, dans ces deux cadres, normalement, l'asymétrie, elle est statutaire, c'est-à-dire que dans un camp de concentration, on peut faire n'importe quoi avec le corps et la vie de quelqu'un. Donc, c'est cette idée que la personne aurait, enfin, pour Goffman, que quelqu'un qui est détenu dans un camp de concentration ait quelque chose à dire sur son sort est totalement aberrant, puisque le système pourvoit au fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec une personne humaine. C'est-à-dire qu'on a arrêté de la considérer comme une personne humaine à égalité. Et donc, c'était ça les deux bords de Goffman, c'est dans la vie sociale ordinaire, on part du principe qu'on est à égalité et qu'on a des règles de respect mutuel qu'on doit suivre. Alors que dans les institutions totales, normalement, ça ne serait pas le cas. Donc, Goffman, d'une part, parce que je dis tout ça parce que on pourrait m'accuser de ne pas avoir bien lu Goffman. Il y a une partie où l'ensemble de la théorie des rôles, l'ensemble de la théorie de l'institution totale, où il s'occupe des relations asymétriques. Et il va essayer de montrer, mais d'autres l'ont montré pour les camps de concentration aussi, qu'on ne peut pas être dans un monde aussi animal que ça. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose dans l'humanité qui déborde toujours, même dans un camp de concentration, où les relations humaines vont pouvoir trouver une zone de déploiement, pour le dire comme ça. Évidemment, dans un camp de concentration, les occasions sont plus délicates, mais bon, je pense que la littérature a montré depuis lors que. Et puis, voilà, on peut faire référence au travail de Michael Pollack là-dessus, que même dans un camp de concentration, il y a une zone qui peut être ouverte où les relations humaines entre deux personnes à égalité, même si statutairement elles ne sont pas à égalité, donc le nazi et le détenu, ça peut exister, mais peu importe. Chez Goffman, il y avait la vie sociale égalitaire entre les personnes, elle se déroulait entre les bornes de l'asile et du camp de concentration. Donc, pour partie, Goffman va, et même dans toute sa théorie des rôles, il a, qui est une théorie des rituels sociaux qui permettent de marquer les positions des uns et des autres. Le cas standard, c'est bien sûr la consultation médicale. Dans la consultation médicale, il y a toute la consultation, enfin la démarche vers le médecin est marquée par des rituels, c'est-à-dire il faut qu'on sache qu'il y a un médecin, qu'il y a une plaque où il y a marqué médecin. Quand on rentre dans un cabinet, on s'assoit. Enfin bon, donc il y a un ordre qui est prescrit à peu près par la situation de consultation. On ne s'adresse pas au médecin n'importe comment, on a de la déférence. Bon, toutes ces choses-là sont les petits rituels qui marquent une relation asymétrique, structurellement asymétrique. Donc ça, Goffman l'a vraiment étudié. Et il y a une partie dans les rites d'interaction où on peut dire que ce qu'il a essayé de montrer, c'est comment même nos attitudes morales les plus élémentaires, elles ne procèdent pas du fait qu'on nous a appris à bien nous tenir, mais qu'elles procèdent de rituels qui font que nos corps, nos positions, ce qu'on dit, ce qu'on fait, est immédiatement regardé par la seconde personne comme étant une confirmation du fait que la relation se déroule sur un certain mode. Et donc, dans les rituels d'interaction, il s'intéresse il essaie de donner des analyses sociologiques de ce que par ailleurs que des philosophes pourraient nommer des attitudes morales. Donc, par exemple, l'embarras, la déférence, la présence à l'action. Par exemple, être présent à une action. On pourrait se dire, mais c'est une folie de sociologue de croire que quelqu'un doit jouer le rôle, faire comme, suivre un rituel qui permette aux gens qui l'entourent de voir que lui-même est en train d'être présent à l'action. Alors que normalement, on est dans l'action, on est là. Si je suis en face de quelqu'un, je ne vois pas pourquoi je devrais. Quel sociologue fou va me dire que je suis en train de suivre des rituels pour montrer à l'autre que je suis en train de l'écouter? Or, cette partie des rituels d'interaction, c'est ça quand même qui a fait
son champ d'analyse sociologique, comme il le dit dans le dernier texte qu'il a fait. Donc l'ordre de l'interaction, c'est un ordre qui intrinsèquement est porteur de rites qu'on suit pour montrer qu'il y a un certain nombre d'attitudes morales qui sont celles qui sont requises d'un être ordinaire dans une situation d'égalité entre personnes, qu'on les suit. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Alors, pour arriver à ça, c'est pas quelque chose qui est dans la tête qu'on a appris dans des manuels, comment je dois me comporter avec quelqu'un, mais simplement la coprésence. Le fait, donc c'est la coprésence physique de personnes dans une situation dans laquelle on doit accomplir mutuellement une tâche, bon, ne serait-ce que boire un verre dans un café. Donc cette tâche aussi ridicule que celle de rencontrer un ami, de boire une bière, par exemple, ben, Goffman vous montrerait qu'il y a 12 rituels autour du fait de comment cette séquence d'action, je rencontre un ami pour boire une bière dans un café, elle est complètement prise dans une série de rituels qui permettent à l'interaction de s'engager, de se poursuivre, de se terminer surtout. À quel moment une action s'arrête. Hein, voilà, les ethnométhodologues et Goffman ont étudié l'ensemble des trucs rituels qu'on fait pour montrer à quelqu'un, bon, maintenant, on va peut-être s'arrêter parce que ça fait longtemps que. Alors, ça peut être le verre où il y a 3 verres de bière, donc au quatrième, on dit, bon, peut-être, tiens, donc, ce rituel de dire, bon, peut-être qu'on en a eu assez, voilà. Enfin, je parle de ça parce qu'il y a quand même un moment de l'ethnométhodologie, c'est beaucoup intéressé à comment s'arrête une conversation. C'est un truc de sociologue fou. Je veux dire, parce qu'on va dire, ben, on sait bien comment on arrête une conversation, on dit salut, on s'en va. Mais non, le sociologue, il est un peu plus futé que ça. Il regarde, il dit, mais c'est à partir de quand qu'on décide qu'une conversation va s'arrêter? Quels sont les premiers gestes qu'on montre? Quel détournement de regard? Quelle attitude on a? Bon, donc voilà. Et tout ça, ce sont des. Bon, ça peut tomber sous le concept de rituel. Et ce sont des rituels parce que ils ont une forme codifiée. Et ce qui est intéressant, ce que les sociologues essayent de mettre en évidence, c'est que ces rituels codifiés, curieusement, on les connaît. On les connaît sans qu'on les ait appris. C'est-à-dire, voilà, et c'est ça toute la thèse de la. Au lieu d'avoir une thèse qui nous dit on vit dans des systèmes normatifs qui nous imposent des conduites et des attitudes, donc il y a un système normatif qu'on a appris à l'école, voilà, on nous l'a inculqué dans la famille, à l'école, dans les religions, au catéchisme, à l'armée, tout ça. Donc ça, c'est toute la grosse artillerie de la sociologie déterministe, c'est-à-dire, voilà, il y a un système normatif, on nous l'a mis dans la tête et on le reproduit. C'est à peu près comme ça. Dans l'autre cas, dans le cas de la sociologie interactionniste, c'est pas comme ça. On ne conçoit pas que notre ordre quotidien se déroule à partir de choses aussi massives que ça, parce que c'est trop labile, ça change trop, parce qu'il y a l'autre. Et l'autre a une place très importante, c'est les relations qu'on peut avoir sans même parler avec quelqu'un. Donc voilà, il y a d'un côté soit la détermination par un système normatif qui nous impose des attitudes et des conduites, et je pense que le monde du rituel, du point de vue de la sociologie, c'est de montrer que ce n'est pas d'effacer l'existence de grands systèmes normatifs, c'est de montrer que pour qu'ils s'actualisent, pour qu'ils se matérialisent, il faut tenir compte des circonstances actuelles de l'action. Et que dans ces circonstances actuelles, le gros système normatif, en fait, il se retraduit par des petits rituels. Donc, des rituels, c'est le système normatif, disons, tel qu'il s'actualise et s'ajuste aux situations. Voilà. Que sans rituel, en gros, on ne peut pas avoir une vie sociale telle que celle qu'on observe. Voilà. Donc, tout ça, c'est un long tunnel pour expliquer que Goffman a traité des deux. D'une part, il a traité des rituels d'institutions tels que Bourdieu les analyse, mais qui sont une part très, quand même, à la fois limitée de rituels. Évidemment, Bourdieu, dans sa sociologie un peu déterministe, il en fait un modèle standard. Hein, c'est-à-dire qu'au fond,
ce qui l'intéresse, lui, c'est les systèmes hiérarchiques et de domination. Et donc, pour lui, la domination passe par des rites d'institution. C'est parce qu'il y a un rite d'institution qui permet que les dominants s'imposent comme dominants ou en position haute par rapport à une position basse. Les rites, chez lui, ça sert à ça. C'est pour ça qu'il a mis en exergue ou mis en avant les rites d'institution en disant, voilà, on reproduit la domination par des rites qui montrent qu'il y a des gens qui sont en haut, des gens qui sont en bas. Donc, ça, c'est un côté. Et donc, Goffman a étudié une partie de ça en montrant que ce genre de choses ne fonctionne pas à 100%, mais qu'il y a des échappées, qu'il y a des moments, même dans les rites d'institution, enfin, qu'un rite d'institution, que la position, quelqu'un qui a un mandat et qui dispose de la capacité de sanctionner celui qui ne respecte pas ce qu'on lui dit de faire, c'est une partie du monde, mais que cette partie, néanmoins, elle vient toujours se heurter contre la présence des gens et qu'on ne peut pas les traiter comme des machines, sauf dans les camps de concentration et à l'asile, dans les formes les plus fermées des asiles. Donc Goffman a étudié ça, mais il a étudié l'autre partie. Donc et ça, c'est plutôt dans les rites d'interaction. Et donc je me situe plutôt, enfin, en réfléchissant au coaching, je me situe du point de vue plutôt goffmanien, à la fois parce que simplement, idéal, typiquement, le coaching n'a pas une position de mandat. Il n'y a pas un enfin, ou en tout cas, il faudrait avoir une séparation dans les positions d'intervention sur autrui entre les personnes qui disposent d'un mandat qui est impératif et qui est associé ou accompagné de la capacité de sanctionner la personne qui ne respecte pas ce qu'on lui dit. D'autres situations à l'intérieur desquelles du conseil, de l'assistance, de l'aide ne sont pas assises structurellement sur un mandat et une capacité de sanctionner. Encore une fois, dans le coaching, il y a des sanctions. Je suppose que, par exemple, si vous êtes dans une relation, vous avez été voir quelqu'un, un psy, pour vous aider, et qu'au fond, le psy, à un moment, s'aperçoit que vous faites quand même, vous déconnez par rapport à ce qu'il a dit. Il y aura bien un regard, un truc, un hochement de tête qui vaudra sanction. Hein. Donc là, il ne faut jamais oublier le domaine des sanctions, c'est un domaine très vaste voilà, et qui se joue dans une interaction. C'est-à-dire, le sanctionneur, il n'est pas toujours sûr que le sanctionné a bien compris, et la personne qui peut être en position de sanctionner, pour un peu qu'elle soit un peu parano, elle va avoir des gestes de sanction un peu partout. Hein, donc c'est toujours un peu compliqué. Enfin bon, les sociologues vont se débrouiller avec ça. Mais donc voilà la question dans la distinction que j'avais proposée. Il faut trouver, enfin, dans ces situations où quelqu'un intervient sur quelqu'un d'autre sans mandat et sans sanction officielle, de nature officielle, quelque chose qui permet de suspendre à un certain moment la relation d'égalité entre deux personnes et qui permette à la personne qui donne des conseils, qui intervient sur l'autre, de jouir de sa position pendant un certain moment. Et sans imposer au-delà d'une certaine limite ce qu'il pense à la personne qui vient le consulter. Et donc, voilà, donc j'ai trouvé ça à un moment, bon, j'avais trouvé un autre terme, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tenir au terme. Hein. Au début, j'avais trouvé rite de soumission, mais après, j'ai trouvé que c'était un peu trop exagéré. Mais c'est vrai que la délégation, c'est on délègue une partie de soi à la personne à laquelle on fait confiance. Bon, un thème qu'il ne faudrait pas aborder, mais donc, j'ouvre une parenthèse, parce que j'ai quand même travaillé pendant 4 ans sur les relations de confiance, donc je referme la parenthèse. Donc, il ne faut pas utiliser le terme confiance. Mais donc, voilà, jusqu'à un certain point, on va suivre les prescriptions, les conseils de quelqu'un. Et là, ce qu'on doit faire, c'est montrer qu'on est d'accord pour que la personne vous coach. En fait. Et donc, on lui délègue pendant un certain temps, et dans le cadre d'un certain type de relation, cette capacité à vous dire des choses que vous n'accepteriez pas de quelqu'un d'autre, par exemple. Il y a quand même ça dans le coaching. C'est-à-dire, si on prend bon, là, il y a la série française, enfin, en thérapie qui est passée, et donc ça a donné une certaine visibilité, enfin, à ceux qui ne la connaissaient pas, de ce qui se passe à l'intérieur
on voit bien une dimension du rapport entre l'analyste et son patient, c'est l'autorisation de dire des choses qu'on ne dirait pas autrement. C'est ça. Donc, et donc, le rituel de délégation, c'est de dire jusqu'à quand. Alors, tout ça dans l'analyse, c'est assez bien enrobé, puisqu'il y a le transfert, il y a toutes sortes de choses qui viennent structurer cette idée, qui permettent aux gens de s'interpréter mutuellement. Mais on voit bien qu'il faut qu'il y ait cet accord où vous pouvez me dire ce que je ne veux pas entendre, mais que je ne voudrais pas entendre de quelqu'un d'autre. C'est bien que je vous délègue cette capacité de me traiter comme quelqu'un qui vient demander votre soutien, votre aide, votre conseil, même vos prescriptions. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que la notion de rituel de délégation pouvait être utile. Enfin, encore une fois, sans m'en tenir aux mots, sans vouloir déposer ça comme un label. Mais voilà, il y a cette idée-là. L'idée, c'est je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Il y a une idée générale qui est entre êtres humains, nous sommes à égalité, nous sommes tous des êtres humains, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes constitutions, quelles que soient nos couleurs de peau, nos situations géographiques, tout ça. On est tous égaux. Et il y a des situations dans lesquelles cette égalité, elle est remise en question. Donc il y a des situations dans lesquelles elles sont remises en question par des institutions d'État, au rang desquelles on peut même mettre la médecine. Par exemple, quand on va voir un médecin, voilà, c'est lui qui sait, en gros, jusqu'à ce qu'on remette en cause sa connaissance, en disant ben, il a mal diagnostiqué, mais en tout cas, bon, on s'en remet à quelqu'un complètement qui a des qualifications, des diplômes, qui officiellement est mandaté pour faire la tâche qu'il a, donc les profs, les policiers, les juges, les travailleurs sociaux, enfin, tout ce domaine-là que j'avais regroupé sous intervention sur autrui. Et puis, il y a une autre dimension qui est, et encore une fois, vous allez travailler là-dessus, donc c'est bon, pendant 5 ans, vous allez nous expliquer comment ça marche, parce que c'est un peu mêlé. Il y a l'autre côté où il y a, assis sur le fait qu'il y a une demande de la part de la personne, c'est elle qui confère, disons, le mandat. C'est pas l'État qui confère un mandat au psychiatre, au policier, au juge, c'est la personne qui vient voir quelqu'un qui lui confère le mandat de pouvoir la secouer, lui dire ce qu'en temps ordinaire, on n'aimerait pas entendre, c'est-à-dire se mettre dans une position d'inégalité, disons, d'accepter le principe de l'inégalité dans la relation. Et ce principe-là, il faut qu'il soit entretenu. C'est ça qui est dans le rituel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui, même, bon, je reprends, je ne sais pas si tout le monde a vu en thérapie, mais en thérapie, il faut voir, enfin, tous ces moments de rupture, c'est très intéressant de voir comment il y a des moments de rupture, où il y a des clashs, où on voit qu'à un certain moment, la personne qui entend une interprétation de la part du psy n'est pas d'accord et va se révolter contre ça. Et donc, même la révolte, elle peut être reprise dans un système de rite, si on veut, ou en tout cas de conduite codifiée, à l'intérieur desquelles on va accepter ces ruptures-là et les remettre en ordre, en fait. Mais à l'intérieur d'un dispositif qui est, mais vous pouvez toujours partir. Vous êtes libre de partir. Moi, je ne vous retiens pas. Vous n'êtes pas content de ce que je fais. Ben, voilà, ça s'arrête là. Et donc là, il y a maintenir cette ligne de l'inégalité entre personnes ordinaires, elle requiert certainement une série d'activités rituelles, donc de codification des actions qui permettent d'en rendre raison et de les réintroduire dans un fil relativement coordonné des actions. Donc, le rituel sert à ça. En fait, le rituel, c'est une espèce de petit mécanisme normatif qui permet la coordination de l'action. Parce qu'on a des codes pour savoir comment est-ce qu'on va passer d'une séquence à une autre, même quand il y a rupture, même quand il y a des accords. Donc on peut surmonter les désaccords dans une interaction, pour autant qu'on ait un rituel ou une codification possible à laquelle se rattacher pour dire, ben voilà ce qui s'est passé. Voilà, bon, allez, je suis arrivé au maximum de ce que je peux faire sans voir personne.
Merci beaucoup, Albert. C'est bizarre que vous voyez personne parce qu'on est quand même un certain Non, nombre. je vois juste des petites boules en bas, là, des petites boules Ouais. bleues. C'est marqué SN, CD, G, H. Alors, je suppose que c'est des personnes. Oui, oui, c'est des personnes, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont allumé leur caméra. Mais donc, je me Ah, je demande sais pas, si. c'est peut-être moi qui. Oui, c'est ça. Enfin bon, Euh, voilà. parce que. Enfin, je vous ai regardé vous tout le temps. D'accord, d'accord. Bon. Je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Ah, peut-être. Peut-être ça, voilà. Afficher les participants. Donc là, j'ai affiché les Non, c'est participants. pas affiché les participants. Normalement, c'est sur les trois petits points. Ah, Vous pouvez avoir galerie ou oui, grande c'est ça, galerie ou voilà. quelque Passer chose le comme mode ça. d'écran, afficher les paramètres, afficher les détails, désactiver, clavier, non. Là, je l'ai Peut-être qu'avec grande galerie, généralement, ça fonctionne mieux. Ouais, Vous voyez pas ça? Ah voilà, voilà, là je vois quelqu'un de nouveau qui apparaît. C'est moi? d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et je me demande si Ouais, mais c'est pas très grave. Bon, tant que on a réussi à rester dans quelque chose où c'était audible, ça va. Bon, même maintenant, je vous donne la parole. c'était très audible. Merci beaucoup. Mais c'est passionnant et ça ouvre vraiment beaucoup de pistes. Moi, j'ai énormément de questions et de réactions, mais comme d'hab, je propose qu'on laisse la parole à nos discutants de feu que sont Solène et Gaspard. Pas de pression. Je ne sais pas qui désire commencer. Gaspard? Ouais, ouais, d'accord, je peux y aller. Euh, moi j'ai aussi plein de questions. On a combien de temps pour la discussion? Ben, il nous reste à peu près une heure, un peu plus d'1h30, donc on est bien à Ah, l'aise. on a bien le temps de tous poser. Ouais, moi j'ai été plein de questions. C'était passionnant, vraiment passionnant. Et donc si vous voulez encore vous lancer dans des tunnels pour répondre à mes questions, c'est le genre de tunnel de on n'a pas très envie de ressortir. Vous voyez un peu l'espèce de truc mystique quand on traverse le long tunnel du Mont Blanc ou un truc comme ça. Et au bout, mais, euh, C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui flippent vraiment très très dur, hein. Je connais ouais, quelqu'un qui a très très peur dès qu'on commence et qui va à 1,4 km de tunnel. Bon. moi, ça va, mais s'il y en a que ça met mal à l'aise, vous pouvez toujours partir, comme dirait le journaliste, de toute façon. Du coup, oui, j'ai plusieurs questions. La première, ce serait finalement alors, qu'est-ce qui, un peu à la manière dont Wittgenstein adressait la question au jeu, puisque vous êtes un grand commentateur de Wittgenstein, je pense que c'est une bonne manière de poser la question. C'est quoi finalement l'ère de famille entre ces rites? Qu'est-ce qui fait encore qu'on peut réellement les comparer alors qu'ils remplissent des fonctions complètement différentes, qu'il y a des règles complètement différentes? Qu'est-ce qu'ils ont de commun et quelles règles suivent ces deux types de rites et finalement ceux qui s'y plient? Et alors finalement une autre question qui est un peu connexe sans l'être tout à fait, mais c'est est-ce qu'il n'y a pas toujours aussi heu, dans la délégation une part d'instituant en fait? Et qu'est-ce qui est institué dans la délégation? Ou enfin, il y a cette espèce de mélange des genres en fait dans ces rituels où on avait pensé à la question avec Solène, par exemple, une cérémonie de remise des diplômes où, où on institue et on délègue à la fois, en fait. Il y a quand même cette idée de l'idéal du moi épanoui s'exprime dans le moment où on reçoit un diplôme, et en même temps, on arrive dans un autre stade social, dans une nouvelle position sociale, où maintenant on a son diplôme avec des diplômes qui valent plus ou moins dans l'ordre symbolique, qui ont plus ou moins de valeur. Voilà un peu les deux questions qui sont un peu fouillis. Désolé, c'est parce que d'habitude, on a des textes pour baser nos discussions parce qu'on part d'articles écrits ou quoi. Et là, comme c'est du sur-mesure, c'était un peu plus compliqué d'imaginer à partir du court résumé que vous nous avez fourni des questions. Mais j'en ai encore pour après. Donc voilà, je vous laisse à ces deux-là. Bon, je vais répondre directement, enfin, répondre, je vais faire quelques élucubrations autour de ça. Bon, le premier, enfin, parce que les deux questions, je trouve, encore, je les envisage à partir de
Merci encore une fois infiniment, Albert, pour tous ces apports qui sont vraiment très, très importants pour nous. Merci aussi aux participantes et aux participants, en particulier à tous ceux qui ont pris la parole. Vous retrouverez sur le site ERC Coaching Rituals la prochaine et dernière séance du séminaire pour cette année qui se déroulera au mois de mai, le 10 mai, si je ne me trompe pas, avec Sébastien Lemerle et qui nous parlera précisément des neurosciences autour du dernier bouquin qu'il a sorti et qui porte sur le succès de la métaphore du cerveau reptilien dans l'éducation, dans les domaines du coaching comme ailleurs. Voilà, au plaisir de vous y retrouver et d'ici là, que tout aille bien pour vous. Merci beaucoup Albert. Merci à tous. Merci Au revoir. beaucoup et à bientôt alors. Merci.